Bien. Donc, les décrochements. Alors, les décrochements, on peut les appeler également failles coulissantes. Les failles coulissantes. Alors, ici, il ne s'agit pas de failles obliques, comme les failles normales et les failles inverses. Ici, il s'agit de failles, si vous voulez, verticales. Failles verticales. Comme vous avez sur ce bloc-là, le bloc diagramme ici, vous avez la faille ici en noir, hein, qui coupe donc ce bloc en deux sous-blocs ou bien en deux autres blocs. Un bloc ici, un autre ici. Et comme vous voyez ici, la faille présente donc un rejet surtout latéral ou bien horizontal, un déplacement horizontal des blocs. Il n'y a pas de déplacement vertical. Donc les blocs se déplacent latéralement ou bien horizontalement, comme vous voyez ici, comme indiqué ici par les flèches. Alors, les décrochements, il s'agit donc de failles avec un rejet horizontal transversal nul. Il n'y a que le rejet horizontal latéral. Le rejet horizontal transversal est nul. Alors, comme je viens de le dire, le déplacement des blocs se fait horizontalement. Alors, ces flèches-là indiquent les déplacements donc, des blocs. Déplacement horizontal. Alors, dans ce cas, donc, sigma 1, c'est-à-dire pour établir le champ de contrainte, donc sigma 1 et sigma 3 sont horizontales. Alors, vous avez ici, si vous voulez, l'axe de raccourcissement, cet axe comme ça, c'est-à-dire ces flèches indiquent donc l'axe de raccourcissement. Et ces flèches-là, donc, comme on l'a dit, donc, sigma 1, donc, parallèle à l'axe de raccourcissement. Donc, ici, on peut mettre sigma 1. Sigma 1 est le horizontal et présente donc cette direction. Par contre, sigma 3 est parallèle à l'axe d'allongement ou bien d'extension. Et donc, sigma 3, on peut placer la flèche, bien les flèches du sigma 3 parallèles à cet axe-là. Alors, il ne faut pas mettre les flèches à l'envers. Toujours, il faut faire attention. Donc, les flèches de contrainte, c'est toujours vers l'intérieur. C'est comme ça. Sigma 1, comme ça la flèche. Sigma 3, c'est le contraire de cette flèche-là. C'est comme ça. C'est une contrainte. Donc, les flèches de contrainte, c'est vers le point où on exerce, c'est-à-dire au centre, si vous voulez, ou bien le point central sur lequel on exerce la contrainte. Par contre, les axes de déformation, les flèches, c'est vers l'extérieur, si vous voulez. Donc, on peut les mettre vers l'extérieur. Alors, dans ce cas de faille, c'est-à-dire le cas de faille de décrochement, toujours, il faut essayer donc de déterminer est-ce qu'il s'agit d'un décrochement dextre ou bien d'un décrochement sénestre. C'est facile à déterminer. Alors, dextre, c'est-à-dire le déplacement vers la droite. Sénestre, c'est-à-dire le déplacement vers la gauche. Alors, pour déterminer ça, bien sûr, on détermine ça sur le terrain, ou bien on peut le déterminer également sur des photos, sur des schémas, sur des blocs diagrammes, etc. Par exemple, pour ce bloc diagramme, pour cette faille-là, pour ce décrochement. Alors, pour déterminer est-ce qu'il s'agit d'un décrochement dextre ou bien sénestre, il faut toujours se mettre sur la faille. C'est-à-dire, il faut se mettre debout ici. Vous imaginez que vous êtes ici, sur la faille, comme ça, et vous regardez soit ce bloc-là, ou bien celui-là. C'est-à-dire, vous allez tourner la tête vers ce bloc-là, ou bien tourner la tête vers ce bloc. Et il faut se mettre debout sur la faille. Si par exemple, je regarde ce bloc-là, alors je vais regarder que ce bloc-là est déplacé vers ma gauche. Si je regarde ce bloc-là, je vais le voir que le bloc est déplacé vers la gauche également. Donc ici, ce décrochement-là est sénestre. On peut voir donc les déplacements. Donc avant donc de regarder les blocs, il faut voir d'abord le sens de déplacement des blocs.
Ici, on regarde, on voit clairement que, donc vous avez le plan de faille ici vertical, on regarde que, et on voit que ce bloc-là est déplacé comme ça, et l'autre, elle est déplacée comme ça. C'est pourquoi donc on a placé les flèches. Une fois on sait, bien on connaît le sens des déplacements des blocs, on peut donc se mettre sur la faille et regarder l'un des blocs. Par exemple, je me mets ici, je regarde ce bloc-là. Donc, ce bloc ici, je regarde, il est déplacé vers ma gauche. Donc, automatiquement, je veux dire qu'il s'agit d'un décrochement sénestre. Si c'est le contraire, si la flèche, par exemple, comme ça, c'est-à-dire s'il y a le contraire, le déplacement du bloc dans le sens contraire, quand je me mets ici, je regarde ici, je vais voir que le bloc ici déplacé, qui est devant moi, est déplacé vers la droite. Je peux dire alors qu'il s'agit d'un décrochement d'axe. Donc, c'est ça, c'est facile à déterminer. C'est pas très compliqué. Voilà donc en ce qui concerne les décrochements. Et d'une façon générale, donc, on a terminé avec les failles, si vous voulez, les failles obliques et les failles verticales, si vous voulez. Failles obliques, c'est-à-dire failles normales et failles inverses, et failles verticales, c'est-à-dire les décrochements. Maintenant, on va voir un autre exemple de failles, ce sont les failles à jeu composé. Les failles à jeu composé, comme le nom l'indique, ce sont des failles ayant rejoué plusieurs fois, ou bien ayant subi plusieurs déplacements, plusieurs sens de déplacement. C'est pourquoi on les appelle failles à jeu composé. Alors, quand vous avez un mouvement oblique sur un miroir, de failles obliques, c'est-à-dire on peut avoir donc ces failles à jeu composé généralement quand on a un mouvement, quand le mouvement est oblique sur un miroir de failles également obliques. Donc ici, la faille, en général, ce sont les failles normales ou bien les failles inverses. C'est-à-dire parce que vous avez ici le plan de faille oblique. Alors, le déplacement des compartiments se fait suivant les trois axes de l'espace, bien sûr. Donc, on peut voir les déplacements des compartiments selon les trois axes ou bien selon plusieurs directions, si vous voulez. Donc, on peut avoir des déplacements verticaux, des déplacements horizontaux, des déplacements latéraux. Et une chose aussi très importante à mettre dans la tête, c'est que les failles en général, ils peuvent rejouer plusieurs fois. Donc, il faut se méfier. Hein. Au niveau du miroir d'une faille, il faut faire attention, car la faille peut jouer plusieurs fois. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des marqueurs, plusieurs types, si vous voulez, de marqueurs, ou bien plusieurs sens de déplacement des blocs, selon donc les étapes, ou bien selon les périodes où la faille a joué. Alors, pour ces failles composées, ou bien failles à jeu composé, le rejet se décompose en trois rejets, le rejet vertical, le rejet horizontal latéral, le rejet horizontal transversal. C'est ce qu'on avait défini l'autre fois. Donc, le rejet réel en général d'une faille il peut être décomposé en ces trois rejets. Alors, voyons quelques exemples ici. Alors, par exemple, sur ce schéma-là, vous avez une faille ici qui sépare deux blocs, un bloc ici et un autre ici. Quand je regarde le déplacement des blocs, ici vous avez le plan de la faille. Hein. Ici, c'est la faille. Quand je regarde le déplacement des blocs, je vais voir qu'il y a un déplacement vertical. La flèche bleue, déplacement vertical des blocs. Un autre déplacement des blocs, c'est un déplacement latéral. La flèche rouge. Donc ici, la faille a engendré deux types de déplacements. Un déplacement vertical, si vous voulez, un peu oblique, et un déplacement latéral, bien horizontal, des blocs. Donc, quand je regarde le déplacement vertical, je peux dire qu'il s'agit d'une faille normale. Et quand je regarde le déplacement horizontal, ici, il s'agit donc d'une faille décrochante. Mais ici, je ne peux pas dire faille décrochante parce qu'ici, le plan de la faille n'est pas vertical, il est
oblique. Donc, il s'agit d'une faille normale. Mais pour exprimer le déplacement horizontal, je vais ajouter tout simplement ici le type de décrochement. Est-ce qu'il est sénestre ou bien dextre? Si je regarde donc ce décrochement-là, ici, c'est-à-dire les déplacements du bloc là, horizontalement, je vais faire sortir qu'il s'agit d'un décrochement, si vous voulez, sénestre. Et je vais donc nommer cette faille-là à jeu composé, faille à jeu composé, je vais la nommer faille normale sénestre. Faille normale sénestre. Non pas décrochement, hein, parce que comme j'ai dit, le décrochement, c'est une faille à plan vertical. Ici, le plan, il est oblique, donc il s'agit d'une faille oblique. Voilà donc ici un exemple de faille à jeu composé. C'est la faille normale sénestre. La même chose ici pour la faille inverse. Regardez les blocs, les deux blocs, le plan de la faille, le jeu vertical, les flèches, donc il s'agit là d'une faille inverse. Mais vous avez également un déplacement horizontal des blocs. Je regarde le déplacement des blocs horizontalement. Ici, il s'agit d'un déplacement sénestre. Donc, j'appelle la faille inverse sénestre. Troisième exemple ici. Toujours, il s'agit donc d'une faille normale. Si je regarde le déplacement vertical, je regarde le déplacement, le jeu décrochant, si vous voulez, de la faille. Le jeu décrochant, on peut l'appeler donc jeu décrochant de la faille. Le jeu décrochant de la faille ici, il est dextre. Je me mets ici, je regarde ce bloc-là. Le bloc est déplacé vers la droite, donc il s'agit d'un jeu décrochement, d'un jeu décrochant dextre. Si je regarde ce bloc-là, la même chose. Donc il faut trouver la même chose sur les deux blocs, bien sûr. Donc ici, le nom de la faille, c'est une faille normale dextre. Quatrième exemple, c'est pour la faille inverse. Toujours là, donc comme vous voyez, il s'agit d'une faille inverse à jeu décrochant dextre. Regardez les flèches. Jeu décrochant dextre. Donc il s'agit donc là d'une faille inverse dextre. Voilà donc des exemples de failles à jeu composé. Jeu composé, mais comme j'ai dit également, on peut avoir des failles qui ont joué plusieurs fois. Plusieurs fois. Et ça, bien sûr, donc ce jeu multiple de failles, on peut le connaître à partir donc de l'analyse, si vous voulez, de ce qu'on appelle les tectoglyphes. C'est ce qu'on va voir après. On va les voir par la suite, ces tectoglyphes. Voilà, donc, comme je viens de l'expliquer, donc les failles ici sont des failles obliques et des failles décrochantes en même temps. Il s'agit de failles à la fois décrochantes, peuvent être dextres ou bien sénestres, et des failles normales ou bien inverses. Alors, pour récapituler, si vous voulez, vous avez 4 cas de figure qui vont se présenter. Donc, on peut avoir un décrochement sénestre normal, et on parle alors d'une faille normale sénestre. On peut avoir un décrochement sénestre inverse, on parle d'une faille inverse sénestre. C'est ce qu'on vient de voir. Décrochement dextre normal, faille normale dextre. Décrochement dextre inverse, faille inverse dextre. C'est ce qu'on vient d'expliquer sur les schémas. Ici, c'est la même chose presque, sauf ici, on a ajouté donc les contraintes. Contraintes, sigma 1, sigma 2, sigma 3. Alors ici, c'est le cas d'une faille normale. Ça, on l'a déjà vu. Faille normale ici, donc sigma 1 vertical, sigma 3 horizontal, comme j'ai expliqué tout à l'heure, sigma 2 ici, sigma 2 pour les structures faillées, pour les failles, comme j'ai dit, sigma 2 toujours est porté au niveau du plan de faille. Il peut être horizontal ou bien vertical, en général. Donc voilà ici le champ de contrainte, si vous voulez, d'une faille normale. On peut faire sortir également le champ de déformation. Champ de déformation. Alors, l'axe Z ici va être vertical, l'axe X parallèle à sigma 3, l'axe Y parallèle à sigma 2. Pour une faille inverse,
Ça, on l'a vu également tout à l'heure. Faille inverse sigma 1, il est horizontal, sigma 3 vertical, sigma 2 horizontal. On peut également déduire le champ de déformation. L'axe Z ici, c'est-à-dire le raccourcissement maximal, et l'allongement ici, l'axe X. Puis l'axe Y ici, parallèle à sigma 2. Alors, pour les décrochements ici, comme vous voyez ici, vous avez un décrochement sénestre. Donc, sigma 1 horizontal, sigma 3 horizontal, toujours. Sigma 2, elle est verticale ici, et portée par le plan de la faille, ici. La même chose pour le décrochement dextre. Sigma 1, sigma 3 horizontal, sigma 2 vertical. Alors ici, vous avez les failles à jeu composé. Quelques exemples de failles à jeu composé. Alors, on a vu tout à l'heure normal sénestre, normal dextre. On peut avoir inverse sénestre, inverse dextre. Mais on peut avoir également des cas particuliers où on peut avoir des failles normales avec un jeu rotationnel. Un jeu rotationnel. Regardez ici, ce bloc noir a subi une rotation. Donc ici, faille normale, un jeu rotationnel si vous voulez. Il a subi une rotation. On peut avoir également des failles normales, ce qu'on appelle les failles normales listriques. Alors les failles normales listriques, c'est tout simplement des failles normales qui présentent un plan de faille courbé, sous forme de courbe. Courbé, c'est-à-dire il ne se présente pas sous forme d'un plan oblique, incliné, mais ici courbé, sous forme d'une courbe, d'un arc. Pourquoi on parle donc de faille normale listrique. Voilà donc des exemples de failles, hein, avec donc les champs de contraintes et des exemples de failles à jeu composé. Alors, quelques illustrations pour illustrer tout ça. Alors, pour cette photo, comme vous voyez ici, je vois donc des bancs, des strates décalées les unes par rapport aux autres. Donc, automatiquement, entre les deux, ici, les deux parties de la photo ici, il y a une faille. Alors, le tracé de la faille est celui-là, en rouge. Alors, si j'examine un petit peu donc la faille, donc ici, les couches, comme vous voyez, c'est des couches presque horizontales. Ici, c'est l'épaisseur des couches. Donc, c'est comme une coupe géologique. On dessine donc les couches sur un plan vertical. Donc, ici, c'est la base de la série, par exemple. On monte le haut de la série, par exemple, ici, etc., etc. Donc, si j'examine la faille, je vais voir que vous avez le déplacement des blocs comme ça. Vous avez ce bloc-là qui est déplacé vers le bas. Donc, on parle donc du bloc ABC de la faille, la partie ABC. Et vous avez le bloc, celui-là, le deuxième bloc, c'est le bloc soulevé. Donc, le jeu de la faille est indiqué par les flèches jaunes. Donc, il s'agit là d'une faille tout simplement normale. Parce que, comme vous voyez ici, la faille est pointée vers le bloc ABC. Le pendage de la faille se fait vers le sens du pendage de la faille. Sens du pendage de la faille vers le bloc ABC. Ça, c'est au niveau sur le terrain ou bien au niveau du coupe. Mais sur la carte géologique, quand vous allez faire les coupes géologiques, vous allez avoir des traits noirs épais qui coupent les terrains comme ça. C'est des failles. Alors, pour déterminer le type de la faille, il suffit donc de regarder le pondage de la faille, bien sûr, il faut le déterminer. Et regarder le sens du pondage de la faille. Si la faille est pontée vers les terrains récents, on peut parler d'une faille normale. Si au contraire, le pondage de la faille se fait vers les terrains anciens, on parle donc d'une faille inverse. La même chose ici sur cette photo. Regardez, donc on peut voir clairement, donc il y a un décalage des bancs ici, donc automatiquement, il y a une faille. Regardez donc les limites des bancs en bleu clair
qui sont décalés. Donc, entre ces deux compartiments-là, en principe, on va avoir une faille, voilà, en rouge. Alors, pour analyser et déterminer le type de faille, la même chose, je vais voir donc le sens de déplacement des compartiments ou bien des blocs. Alors voilà, ce bloc-là, donc, si on examine bien donc, la faille, regardez ce banc-là, il a été décalé, déplacé vers le bas, hein, alors qu'ici, donc, on peut dire qu'il a été déplacé vers le haut. Vers ce banc-là, c'est-à-dire donc pour voir, si vous voulez, bien pour faire sortir le jeu de la faille, c'est-à-dire les déplacements des compartiments, il faut toujours chercher donc des bons repères. Par exemple, ici, pour la première photo, vous avez ce banc blanc. Le banc blanc, donc c'est peut-être une roche peut-être évaporitique, peut-être il s'agit tout simplement d'un banc de calcite, peut-être, hein. Bien une roche blanche, comme ça, calcaire peut-être. Non, il s'agit là du nouveau repère qui peut nous indiquer, si vous voulez, le sens de déplacement des blocs. La même chose ici. Donc, j'ai pris ce banc-là. Le banc-là, c'est le même ici. Avant le jeu de la faille, donc ce banc-là, il est continu. Peut-être elle était ici continue, peut-être elle était ici, hein, continue. Mais après le jeu de la faille, il y a donc un décalage donc, de ce repère, c'est-à-dire ce banc-là. Donc, c'est lui qui nous indique, si vous voulez, le sens de déplacement des blocs. Donc, toujours, il faut chercher un repère pour pouvoir donc faire sortir, si vous voulez, le jeu de la faille, c'est-à-dire le bloc, le sens de déplacement des blocs, si vous voulez. Sur cette photo-là, comme vous voyez, donc il s'agit d'une photo, c'est la même chose, ça montre un petit peu, si vous voulez, le dessin des terrains de couches sur un plan vertical en quelque sorte. C'est comme une coupe géologique. Vous imaginez ici le profil topographique sur lequel donc on dessine, on a, si vous voulez, ici sur la photo, les couches, les terrains. Si les terrains sont pas inclinés, mais ils sont presque horizontaux, hein. Mais ce qu'on remarque, c'est que tous ces terrains-là euh, ont été fracturés, hein. Vous avez des décalages, des décalages, des décalages, des décalages. Donc, il y a plusieurs fractures qui ont affecté donc, ces terrains ici. Alors, je vais montrer ça. Donc, je vais montrer uniquement les fractures ou bien les failles principales, hein, parce qu'il peut y avoir des petites failles secondaires. Donc, pour nous, on ne va pas en tenir compte. On va voir uniquement les failles principales. Donc, vous avez une ici, par exemple, vous avez une autre ici, vous avez une autre ici, etc., etc. Alors, si j'examine donc le déplacement des blocs, je regarde donc ce bloc-là, toujours, c'est le bloc ABC. Alors, la faille, le sens de la faille, regardez, le sens de toutes ces failles-là se fait vers le bloc ABC. Donc, il s'agit tout simplement de failles normales. Alors, sur cette photo-là, la même chose. J'ai un bon repère ici, je le trouve ici. Donc, il y a un décalage le long d'une faille ici. Regardez la faille. Voilà le tracé de la faille en bleu. De part et d'autre, donc le déplacement, comme vous voyez, donc ce bloc-là, il est soulevé, celui-là, il est abaissé. Donc, si je regarde le sens de pendage de la faille, regardez, de cette ligne bleue, le sens de pendage, c'est vers le côté, c'est vers le bloc soulevé. Donc ici, il ne s'agit pas d'une faille normale, il s'agit d'une faille inverse. Donc si on veut mettre les flèches, donc je vais mettre une flèche ici qui indique une compression. Une compression, c'est-à-dire sigma 1 ici, elle est horizontale. Sigma 3 verticale, sigma 2 horizontale et sur le plan de la faille. Ce n'est pas comme la faille normale, au contraire. La même chose ici, donc je regarde cette photo, donc des terrains décalés. Ce niveau-là, décalé par rapport à celui-là. Regardez, donc voilà le niveau décalé, le nouveau repère si vous voulez. Entre les deux, automatiquement, donc il y a une faille. La faille en jaune, je regarde le sens de pondage de la faille se fait vers le côté soulevé, c'est-à-dire vers le bloc soulevé. Vers le bloc soulevé, donc automatiquement,
ici, il s'agit d'une faille inverse également, qui exprime toujours donc une compression. Les failles normales expriment une distension. Voilà notre photo. Là également, regardez, donc j'ai le bon repère ici, c'est cette barre. Cette barre qui est continue comme ça, hein, on la trouve de l'autre côté comme ça. Donc cette barre a subi un décalement, si vous voulez, elle a été décalée. Ces bouts-là, ce bout et celui-là, initialement confondus avant la déformation, se trouvent maintenant écartés les uns des autres. Donc automatiquement, ici, passe une faille. Voilà en jaune qui a décalé donc les bouts de la barre. Alors ici, est-ce qu'il s'agit d'une faille oblique ou non? Alors si je regarde ici, la faille, donc elle est presque, on peut imaginer une faille verticale. Donc ici, il ne s'agit pas d'une faille oblique, donc il ne peut pas être faille normale ou bien faille inverse. Il s'agit là d'une faille à plan vertical, donc on peut parler d'un décrochement. D'un décrochement, donc je mets les flèches, si vous voulez, de déplacement des blocs. Donc ce bloc-là est déplacé comme ça, celui-là est déplacé comme ça. Pour déterminer est-ce qu'il s'agit de sénestre ou bien dextre, je vais me placer ici sur la faille. Je regarde par exemple ce bloc, ce compartiment-là. Le compartiment est déplacé vers ma droite. Donc il s'agit là d'un décrochement dextre. La même chose si je regarde ce bloc-là. Je me mets debout ici, je regarde ce bloc, je vais voir que ce bloc-là est déplacé vers ma droite. Donc il s'agit là d'un décrochement dextre. Une autre faille ici, c'est la faille, si vous voulez, décrochante de San Andreas en Californie, aux États-Unis. Donc on voit clairement, donc ici il s'agit d'une photo aérienne, photo aérienne, et on voit clairement des décalages donc des terrains. Vous avez ce terrain-là, blanc, jaune, qui se trouvait ici, mais se trouve maintenant décalé. Hein? Alors, entre les deux ici, comme vous voyez, il peut y avoir donc une faille. Voilà le tracé de la faille, en rouge. Alors, généralement sur le terrain, les tracés de faille, en général, hein, c'est pas toujours, mais en général, les tracés de faille sont marqués par des ravins, parfois. Hein. Parfois, il y a des ravins, le long des ravins, c'est-à-dire les ravins, si vous voulez, correspondent à des failles. L'écoulement, là où il y a l'écoulement, donc là où vous avez des ravins, généralement, c'est des failles. Parce qu'en général, l'eau, si vous voulez, s'écoule, bien creuse dans des zones de faiblesse. Dans des zones de faiblesse, parfois, donc, les zones, ou bien les traces de failles, ce sont des zones de faiblesse. Il y a des cassures, il y a des discontinuités, donc l'eau creuse facilement. C'est pourquoi, donc, comme ici, le long donc, de ce ravin-là, c'est la faille. On peut avoir également des failles secondaires hein, qui affectent donc la région, mais ce qui nous intéresse toujours, c'est la faille principale. Donc ici, comme vous voyez, donc vous avez un déplacement des blocs, bien des compartiments de part et d'autre de la faille. Voilà donc ici une faille secondaire, si vous voulez, en rouge, en trait rouge, en tiré. On peut avoir plusieurs failles secondaires qui accompagnent toujours une faille principale. Alors, le déplacement des compartiments montre ce sens-là, le sens de déplacement. Donc, ici, il s'agit d'une faille normale, une faille décrochante, c'est un décrochement, c'est-à-dire faille verticale. Alors, dans ce cas de figure, donc, il s'agit d'un décrochement également dextre. La même chose ici sur cette photo. Donc, ici, c'est une faille qui a été jouée, si vous voulez, bien déclenchée, si vous voulez, dont le jeu est déclenché par le séisme. Le séisme du 17 août 1999. C'est un séisme qui a frappé, si vous voulez, la Turquie en cette année. Donc, cette faille-là, donc, comme je dis, déclenchée, engendrée par le séisme.
Alors là, il s'agit également, comme vous voyez, c'est une faille qui a affecté donc les constructions, il a affecté également les routes, les chemins de fer, etc. Ici, vous avez une route avec deux bouts décalés par la faille. Alors là, il s'agit donc d'une faille verticale décrochante qui passe par ici et qui est également dextre. Ainsi donc, on termine par ces failles, on termine cette partie-là. Et on va reprendre, si vous voulez. On va donc reprendre, si vous voulez, la suite avec des systèmes de failles conjuguées et les champs de contraintes correspondantes. Je vais donc changer de fichier. Donc, système de failles conjuguées et champs de contraintes correspondants. Alors ici, on va voir un autre exemple de failles. Ce sont les failles conjuguées. Les failles conjuguées. Tout à l'heure, on a vu les failles à jeu composées. J'ai dit aussi que les failles peuvent rejouer plusieurs fois. Il faut faire attention quand vous examinez le jeu des failles, c'est-à-dire quand on examine ce qu'on appelle les tectoglyphes sur le miroir d'une faille, il peut y avoir donc si vous voulez, plusieurs exemples, si vous voulez, de structures ou bien de microstructures tectoniques sur le miroir de la faille qui indiquent des rejeux de la faille plusieurs fois. Donc, il faut faire attention. Mais ici, on va voir un système de failles conjuguées, résultant bien sûr de l'action d'une même contrainte et faisant entre elles un angle donné. C'est ce qu'on appelle donc une faille conjuguée, bien des failles conjuguées. C'est un ensemble de failles qui résultent d'une même contrainte et qui font des angles entre elles, c'est-à-dire les failles, les plans de failles font des angles entre eux, ce qu'on appelle les failles conjuguées. Alors, voilà par exemple, on va voir des exemples de ces failles conjuguées. Donc, voilà l'état initial, un bloc diagramme initial qui n'est pas affecté par la déformation. Donc, il est, si vous voulez, intact, l'état initial. Alors, si par exemple, ce bloc diagramme, c'est-à-dire c'est un terrain, c'est une couche par exemple. J'ai pris ici l'exemple d'une couche ou bien d'un terrain. Une couche horizontale par exemple ici. Si jamais donc cette couche-là subit une déformation discontinue, avec une contrainte, si vous voulez, verticale, sigma 1 vertical, sigma 3 va être horizontal. Alors, si on exerce sigma 1 vertical, donc il va y avoir une ouverture, c'est-à-dire on va enfoncer la partie centrale du bloc, bien du terrain, et on va avoir donc les bordures qui vont donc s'écarter, c'est-à-dire suivant un axe d'allongement, c'est-à-dire suivant, si vous voulez, un axe d'allongement, c'est-à-dire d'étirement, axe d'étirement, si vous voulez, donc, parce qu'il s'agit ici donc d'une distension. Alors, là, ces contraintes-là, donc vous avez ici le champ de contrainte, sigma 1 vertical, c'est-à-dire la contrainte maximale, la contrainte minimale, sigma 3 horizontale, et la contrainte intermédiaire, sigma 2, également horizontale. Alors ici, donc cette déformation-là, ou bien ces contraintes-là, pardon, donc dans une déformation cassante,
avec un axe de raccourcissement vertical et un axe d'étirement ou bien d'allongement horizontal. Alors, on obtient bien sûr, on crée, si vous voulez, des failles normales ici. Comme vous voyez ici, vous avez une faille ici, une autre faille ici, deux failles. Deux failles avec des plans, si vous voulez, des plans de failles avec un pontage opposé. Regardez, donc cette faille-là présente un sens de pondage vers ce bloc ABC, donc il s'agit d'une faille normale. La même chose, donc cette faille-là présente un sens de pondage opposé au sens de pondage de cette faille-là. Mais ce qui se fait toujours, donc les sens de pondage des deux failles se font toujours vers le bloc ABC. Donc il s'agit de faille normale ici. Donc ici, vous avez faille normale conjuguée. C'est ce qu'on appelle donc des failles normales conjuguées. Dans un système, bien sûr, en extension. Et ça donne ce qu'on appelle un graben. Un graben, c'est tout simplement des zones basses. C'est tout simplement des fossés, ce qu'on appelle les graben, zones basses au niveau d'une structure de faille. Donc, c'est ce qu'on appelle un graben, des zones basses, des zones, si vous voulez, de fossés, etc. Ces zones basses-là, qu'on appelle le graben, sont bordées par des zones hautes, ici et ici. C'est-à-dire ces bordures hautes, ce qu'on appelle les horsts. On va voir par la suite. On va les voir par la suite. Des horsts, horst, graben. Donc en général, c'est une succession. Horst, graben, dans un système donc, de faille, ou bien dans un système de rift, si vous voulez. Le rift peut avoir donc cette sorte donc, de structure d'horst et de graben. Voilà donc comment se forment, si vous voulez, les failles normales conjuguées. Failles normales conjuguées. Deuxième exemple, c'est les failles inverses conjuguées. Et voilà. Failles inverses conjuguées, généralement, ce sont des failles qui se manifestent dans un régime de compressif ou bien dans un système en compression. Alors, ces failles normales, ces failles inverses, donnent naissance à ce qu'on appelle les horsts, c'est-à-dire les zones hautes, comme ici, zone haute. Alors, dans ce cas de figure, c'est-à-dire de failles inverses conjuguées, donc pour parler de failles conjuguées, il faut au moins avoir deux failles, hein, parce que tout à l'heure on a dit, ce sont donc des failles qui se forment suite à une même contrainte et faisant entre elles des angles donnés, ou bien un angle donné. Donc, il faut avoir au moins deux failles. Par exemple, ici, donc, si on veut obtenir donc, ce schéma-là, il nous faut des contraintes, ou bien un champ de contraintes de cette forme-là. C'est-à-dire sigma 1 horizontal, sigma 3 vertical, sigma 2 horizontal. Donc, vous avez ici le raccourcissement, vous avez ici l'allongement. C'est-à-dire, si on veut parler en termes de déformation. Donc, raccourcissement, allongement, et on crée donc des failles, comme ça, deux failles ici, conjuguées, deux failles inverses. Pourquoi? Parce que regardez cette faille-là, donc le sens de pondage de la faille, c'est vers le bloc soulevé. Il s'agit d'une faille normale, et il s'agit d'une faille inverse, pardon. La deuxième faille présente le sens de pondage opposé à celui de la première faille ici, mais toujours vers le sens de pondage vers le bloc soulevé. Donc, on parle d'une faille, ou bien deux failles inverses conjuguées. Donc, généralement, les failles inverses, on a dit, donc, se manifestent dans un régime compressif et donnent naissance à des horsts, ce qu'on appelle des horsts, c'est-à-dire des zones hautes. Les failles normales se manifestent, ou bien jouent, si vous voulez, dans un contexte distensif et donnent naissance généralement à des graben, des zones basses, des graben, des fossés, des zones basses, des graben. Mais en général, comme j'ai dit, toujours dans un système de rift, par exemple, le rift, il y a des failles normales et on peut avoir donc des horsts et des graben, ou bien ce qu'on appelle des demi-graben parfois. Les demi-graben, c'est-à-dire la moitié d'un graben.
Et les ordres sont généralement formés par les failles inverses dans un système compressif. Dans un système compressif. Troisième exemple, si vous voulez, de ces failles conjuguées, c'est les décrochements conjugués. La même chose, comme ce qu'on a vu pour les failles inverses, failles normales, on peut l'avoir également en ce qui concerne les décrochements. Ce qu'on appelle les décrochements conjugués, ils peuvent être dextres et sénestres, comme c'est marqué ici au niveau donc, du bloc diagramme. Donc, pour créer ce genre donc, de décrochement conjugué, le champ de contrainte doit être comme ça, c'est-à-dire sigma 1 horizontal, parallèle à l'axe de raccourcissement, sigma 3 horizontal, parallèle à l'axe d'allongement. Puis sigma 2, toujours au niveau du plan de faille, ici, il est vertical, sigma 2. Et donc, on crée donc un système donc, de décrochement conjugué, sénestre ici, regardez, c'est marqué S, et dextre ici, D. Voilà donc en ce qui concerne ces failles conjuguées. Alors, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, donc ce système donc, de failles conjuguées forme ce qu'on appelle généralement une structure en Horst et Graben. Horst, Graben. Zone haute, zone basse. Zone haute, zone basse, etc. Mais ici, regardez, on est dans un régime compressif. C'est-à-dire, on n'a que les failles normales. Il n'y a pas de failles inverses. Hein? Régime en extension ou bien régime en distension, faille normale, on n'a que des failles normales, et on peut créer donc un système en Horst et Graben, c'est-à-dire zone haute, zone basse, etc., etc. C'est ce qu'on appelle les Horst et des Graben. Quelques photos pour illustration. Donc ici, sur la photo également, comme toujours, donc les photos ici, c'est des plans verticaux, si vous voulez, c'est comme des coupes géologiques que vous allez faire dans les TP. Mais ici, vous avez des photos, dans les TP, vous allez travailler avec des figurés. Au lieu des couleurs, vous allez mettre des figurés, des calcaires, des argiles, des siltes, des grès, des sables, etc., des figurés. Ce qu'on appelle les figurés lithologiques. On ne met jamais de couleurs sur les coupes géologiques, sauf sur les cartes, bien sûr, sauf pour, si vous voulez, l'enseignement parfois, pour vous montrer des choses importantes, donc on met des couleurs, etc. Mais en général, on place ici, au lieu des couleurs, on met des figurés lithologiques. Alors, sur cette photo-là, je vois des décalages entre les bancs. Les bancs repères, il y a des décalages, donc automatiquement ici, je peux parler donc de failles. Il y a des déplacements des bancs. Donc, si j'examine bien, je peux voir facilement les failles principales. Donc, vous avez une ici, vous avez une autre ici. Les voilà, donc on prend faille principale. Hein. Alors ici, regardez les failles. Par exemple, celle-là. Donc, le pondage, ou bien le sens de pondage de la faille se fait vers ce côté-là. C'est-à-dire c'est vers le côté ABC. Regardez le décalage, les repères. Ce bloc-là, donc le bloc central ici, il est abaissé vers le bas. Celui-là est monté. Donc ici, il s'agit d'une faille normale. La même chose de l'autre côté. Il s'agit d'une faille normale avec des pondages de plomb de faille opposés. Donc on peut parler ici. Et d'ailleurs, regardez, les plombs de faille forment un angle ici. Forment un angle, on peut donc parler de faille normale conjuguée. À ces failles normales conjuguées peuvent être associées de petites failles, de petites fractures, comme ici, secondaires. Voilà donc le jeu, si vous voulez, ou bien le déplacement des blocs. Donc il s'agit là de failles normales conjuguées. Si je regarde cette photo-là, ici, il y a des fractures. J'ai une fracture ici, j'ai une autre ici. Et bien sûr, il s'agit donc ici de fracture principale. Mais ici, je peux voir également des petites fractures secondaires. C'est des diaclases ici. Regardez, il n'y a pas de déplacement.
Il s'agit donc des fractures sans déplacement, donc on peut parler donc de diaclase. Ici, il s'agit donc de diaclase, d'accord? Alors, pour les petites fractures, il s'agit de diaclase. Je regarde maintenant les grandes fractures ou bien les fractures principales. Est-ce qu'il s'agit d'une faille ou non? Alors, si je prends, il faut chercher le repère pour voir est-ce qu'il y a un déplacement de compartiment. Si je regarde ici, je prends par exemple un repère comme ça, je regarde, il n'y a pas de déplacement des compartiments. Donc là également, c'est tout simplement des diaclases. Il ne s'agit pas de faille parce qu'il n'y a pas de déplacement. C'est des diaclases, on peut les appeler diaclases conjuguées si vous voulez, parce que des diaclases qui présentent des sens de pendage opposés, si vous voulez, plan de diaclase avec des sens opposés. Mais ici, il faut se méfier, il faut faire attention avant de parler de faille. Il faut voir est-ce que vous avez des déplacements des blocs ou non. S'il y a déplacement des blocs, ou bien du compartiment de part et d'autre de la faille, on parle de part et d'autre de la discontinuité, on parle de faille. S'il n'y a pas de déplacement, il ne peut être qu'une cassure, une simple cassure, une diaclase, si vous voulez. Diaclase, ici, comme vous voyez, sont un peu obliques par rapport à la stratification, mais dans tous les cas, on ne peut pas parler de faille ici. Peut-être diaclase, peut-être fracture, cassure, comme ça. Mais ici, c'est sûr, il s'agit de diaclase. Regardez ici, c'est des diaclases, donc perpendiculaires même au plan de stratification. Cela, c'est des, on peut dire cassure. Cassure. Et c'est vrai, c'est pas facile donc de déterminer ça, mais regardez ici, il n'y a pas de déplacement, c'est clair. Mais si je regarde ici, par exemple, ici, il y a un léger déplacement. Donc ce bloc-là, il est déplacé vers le bas. Celui-là, regardez les limites. Donc celui-là déplacé vers le bas, celui-là, il est monté vers le haut. Donc, je regarde le sens du pendage de la faille, c'est vers ce bloc-là, c'est-à-dire le bloc soulevé. Donc, je peux parler ici de faille inverse. Mais ce n'est pas très, très clair. Donc, on peut les considérer comme des failles inverses conjuguées. Avec si vous voulez, c'est pas très, très, très clair, hein, mais ici, c'est juste ici, c'est-à-dire cette partie-là, qui peut nous montrer que peut-être il s'agit de faille inverse. Faille inverse conjuguée. Donc, on peut les considérer comme deux failles inverses conjuguées. Parce qu'on ne peut pas également le considérer comme des diaclases. Hein. Les diaclases, comme j'ai dit, c'est en général perpendiculaire au plan de stratification. Ici, c'est incliné, c'est oblique. C'est des failles légèrement inverses. Deux failles légèrement inverses et conjuguées. Voilà, donc on a terminé avec ces failles, si vous voulez, conjuguées. Maintenant, on va passer à voir ce qu'on appelle les failles horizontales. Les failles horizontales, c'est des failles dont le pendage est très très faible et peut être égal à 0 même. Pendage de la faille. Hein. Faille horizontale, c'est tout simplement une faille dont le pendage est très faible, proche de 0 ou bien égal à 0. En général, ce n'est pas toujours égal à 0, mais un pendage très faible, proche de 0. C'est tout simplement ce qu'on appelle des chevauchements ou bien des charriages. Chevauchement ou bien charriage. On va les voir. Alors, un chevauchement, tout simplement, correspond à un mouvement tectonique suivant un contact anormal, horizontal ou faiblement penté. Il s'agit donc d'un contact anormal, donc il s'agit là d'une faille, contact normal, discontinuité, appendage presque horizontal.
Alors, cette faille-là, ou bien ce chevauchement, ramène un ensemble de terrain à recouvrir un autre. Vous imaginez donc deux terrains séparés par un chevauchement. Le jeu de chevauchement donc ramène un compartiment à recouvrir un autre. Donc, puisqu'il s'agit donc de recouvrement, donc automatiquement, il faut penser à une faille inverse. Une faille inverse. Donc, il faut penser donc à un régime, ou bien, voilà, un régime en compression, si vous voulez. Pour ramener un compartiment recouvrir un autre, il faut, si vous voulez, un régime compressif, c'est-à-dire donc il faut une contrainte maximale horizontale, un raccourcissement horizontal. Donc dès maintenant, il faut mettre dans la tête que les chevauchements via les charriages, ce sont des structures qu'on trouve dans un contexte compressif, donc ils ne peuvent être que des failles inverses, puisqu'il s'agit de failles à faible pendage, ou bien pendage égal à 0, c'est tout simplement des failles inverses à pendage faible. C'est ce qu'on appelle donc chevauchement, bien chevauchement, si vous voulez. Le charriage, on va le voir par la suite. Chevauchement, donc c'est tout simplement une faille inverse à pente faible. À pendage, pardon, à pendage faible. C'est ce qui est marqué donc ici. Donc chevauchement égale faille inverse avec un faible pendage. Et bien sûr, donc après le chevauchement, si vous voulez, le déplacement se fait sur de longues distances, on parle de charriage. C'est-à-dire, on ramène des terrains à recouvrir d'autres sur de longues distances, sur des kilomètres et des kilomètres par exemple. On parle donc de charriage. Et on parle généralement de nappes de charriage, les nappes de charriage. Donc, sur ce bloc diagramme-là, on va parler un petit peu donc de la terminologie relative au chevauchement et au charriage. Donc ici, vous avez deux parties sur ce bloc diagramme. Vous avez deux parties, la partie bleue et la partie ici, cette partie de marron, ou bien marron clair si vous voulez, ou bien jaune. Ces deux parties-là sont séparées par ce trait noir épais, comme ça. Il est là également. Mais ici, avec des petits triangles, on place donc des petits triangles sur le trait noir épais. Alors, quand vous avez ce symbole-là, quand vous aurez ce symbole-là sur la carte géologique, surtout au niveau, sur la carte, surtout au niveau de la légende, toujours, il faut penser donc à un chevauchement. Donc, c'est le symbole par lequel on indique les chevauchements. Donc, vous avez ce trait noir épais ici avec des triangles, vous l'avez également ici, vous l'avez également ici. Là, vous avez ce trait noir avec des triangles, il faut toujours penser à un chevauchement. Un chevauchement, c'est-à-dire une faille inverse à fait le pendage. Ici, c'est sur la carte. Regardez, ça, c'est sur la carte. Mais ici, c'est sur la coupe. On dessine donc la faille ici, trait noir épais, sur la coupe. Ici, c'est la coupe. Ce côté-là, c'est la coupe. Ici, c'est comme si sur la carte. Donc, comme j'ai dit, donc, vous avez deux compartiments. Ce compartiment-là, qu'on appelle unité chevauchante, et celui-là qu'on appelle unité chevauchée. Donc, unité chevauchante, ou bien unité, ou bien le bloc, ou bien l'ensemble, ici c'est la faille, le centre de déplacement, c'est l'unité chevauchante qui chevauche l'unité chevauchée, ou bien le bloc alloctone et le bloc autochtone. Le bloc alloctone, c'est-à-dire le bloc déplacé. Le bloc autochtone, c'est le bloc resté sur place, qui n'est pas déplacé. Donc, c'est ce bloc-là, c'est cette unité chevauchante-là qui vient, si vous voulez, recouvrir cette unité-là, unité chevauchée, ou bien le bloc autochtone. Autochtone, c'est-à-dire rester sur place. Alloctone, c'est-à-dire déplacé. Alors, pour déplacer cette unité, à recouvrir cette unité, il faut une contrainte sigma 1 maximale horizontale. Les flèches rouges indiquent donc sigma 1. C'est-à-dire le sens de sigma 1, c'est-à-dire
horizontale. Alors, bien sûr, ici, c'est la faille de chevauchement. Sur la carte, ce trait noir épais avec des triangles peut être appelé le front de charriage. Le front, c'est ça, le front de charriage. Alors, voilà donc les principaux éléments, si vous voulez, ou bien les principaux compartiments, ou bien blocs qui forment un chevauchement. Alors, et d'autres éléments peuvent accompagner donc ce chevauchement. Alors, les nappes de charriage. Les nappes de charriage, c'est tout simplement un ensemble de couches géologiques qui, lors d'une orogenèse, se sont décollées du socle et se sont déplacées sur de grandes distances. Ce qu'on appelle des nappes de charriage. Nappe de charriage, comme j'ai dit tout à l'heure, parle de nappe, c'est quand on a un déplacement très long qui permet, si vous voulez, de déraciner les compartiments, bien les terrains, de les décoller de leur emplacement et les faire déplacer sur de longues distances. On parle donc de nappe de charriage. Ici, c'est des couches géologiques qui sont décollées, qui ont été décollées du socle même, du socle. Ils se sont déplacés sur de grandes distances. C'est-à-dire, on les a décollés, on les a déracinés de leur emplacement original et on les a déplacés sur de longues distances et on les a déposés, si vous voulez, sur un autre terrain qui n'ont rien en commun avec. C'est ce qu'on appelle donc le nappe de charriage. Alors, je reviens sur la terminologie des chevauchements ou charriage. Alors, au niveau des chevauchements, on peut avoir ce qu'on appelle les fenêtres. Une fenêtre, comme vous voyez ici, une fenêtre, c'est tout simplement une entaille dans l'alloctone, c'est-à-dire dans l'unité chevauchant, produite par l'érosion, c'est-à-dire elle est faite par l'érosion. Si on creuse, l'érosion creuse ici, ou bien ici, ou bien ici, il peut faire apparaître, si vous voulez, les terrains autochtones, ce terrain-là, le terrain jaune. C'est ce qu'on a ici. Donc, l'érosion a creusé et fait apparaître donc les terrains autochtones au milieu, entourés par le terrain alloctone. C'est ce qu'on appelle une fenêtre. Une fenêtre, c'est comme la fenêtre de la maison, par exemple. À travers la fenêtre, on peut regarder dehors. Ici, à travers cette fenêtre-là, on regarde ce qui est en bas, ce qui est en dessous. En dessous, c'est-à-dire le terrain autochtone. C'est ce qu'on appelle une fenêtre. Je vais revenir sur ces triangles-là après, pour vous expliquer leur signification. On peut avoir également ce qu'on appelle les clips. Les clips, c'est le contraire de la fenêtre. En quelque sorte, en quelque sorte. Une clip, tout simplement, c'est un lambeau, c'est un morceau de terrain alloctone ici, ou bien du chevauchant, détaché donc de cette unité-là et isolé par l'érosion sur les terrains autochtones. C'est ce que vous avez ici. Un morceau, un lambeau isolé, détaché de ce terrain alloctone ici, il se trouve isolé par l'érosion qui entaille donc les entours donc du terrain pour former donc ce qu'on appelle une clip. Clip. Donc en quelque sorte, c'est le contraire de la fenêtre, en quelque sorte, entre guillemets. Hein. Voilà donc ce qu'on appelle clip, ce qu'on appelle fenêtre. Alors, je reviens maintenant sur la signification des petits triangles sur la faille, sur le trait noir épais. Ces triangles-là, on ne les pose pas au hasard comme ça, mais généralement, bien toujours, si vous voulez, la pointe du triangle ici est dirigée vers le terrain alloctone, ou bien l'unité chevauchante. Donc, sur la carte, quand vous aurez par exemple un trait noir épais avec un triangle comme ça, la pointe du triangle indique, si vous voulez, le terrain chevauchant, ou bien le terrain alloctone, ou bien le bloc alloctone qui s'est déplacé. Toujours. C'est pourquoi d'ailleurs, regardez au niveau de la fenêtre ici, les petits triangles ici, leur pointe est dirigée vers le terrain alloctone. C'est-à-dire c'est ce terrain-là qui est alloctone. Le terrain à l'intérieur ici, il est autochtone. Regardez au niveau de la clip également.
les petits triangles sont dirigés vers l'intérieur ici. La pointe du triangle, c'est vers l'intérieur. Donc, il indique le terrain, toujours le terrain alloctone. Donc, c'est très important pour pouvoir, surtout au niveau des cartes géologiques, pour pouvoir donc connaître le sens du déplacement des compartiments. C'est-à-dire pour connaître le compartiment alloctone et le compartiment autochtone. Très important donc de regarder donc les pointes, si vous voulez, du triangle où ils sont dirigés. Toujours, ils sont dirigés vers le terrain alloctone, c'est-à-dire qui s'est déplacé. Voilà donc la terminologie, si vous voulez, ce qu'on appelle le chevauchement et nappe de charriage. Quelques illustrations, comme d'habitude. Sur la photo ici, on peut remarquer déjà, c'est facile donc remarquer que vous avez ici des terrains différents de ces terrains-là. Donc, puisque c'est des terrains différents, d'un point de vue stratification, d'un point de vue couleur également, donc il s'agit de terrains d'âge différents mis en contact par un accident. Et comme j'ai expliqué tout à l'heure, généralement les accidents, bien généralement les ravins suivent, si vous voulez, les accidents, les failles, comme ce que vous avez ici. Regardez un ravin ici qui suit la faille. Parce qu'il s'agit donc de zones de faiblesse où l'eau peut creuser facilement le ravin. Donc, entre ces deux compartiments-là, et d'ailleurs c'est indiqué ici l'âge, c'est précambrien, ici c'est paléozoïque, automatiquement il y a une faille comme ça. C'est ici, comme vous voyez, le pondage de la faille ici se fait, c'est-à-dire le sens du pondage se fait vers le précambrien ici, c'est-à-dire vers le terrain ancien. Donc il s'agit là d'une faille inverse. Et plus exactement, il s'agit donc de chevauchement. Un chevauchement. Le pondage ici, il est relativement faible, pas très faible, mais on peut dire qu'il s'agit d'un chevauchement qui a mis en contact, si vous voulez, le terrain précambrien avec les terrains paléozoïques ici. Sans donc de déplacement des terrains ou bien des blocs. Ici, vous avez des terrains, les mêmes terrains, même âge, mais dans lesquels donc on trouve, ou bien on peut voir facilement des décalages des bancs, des barres, etc. Donc c'est décalé quelque part ici, donc automatiquement ici il y a une faille qui a décalé donc ces compartiments-là. Voilà la faille. Pondage de la faille également ici. Le sens du pondage de la faille se fait vers le bloc soulevé, donc on peut parler ici d'une faille inverse. Faille inverse. Sens de déplacement des blocs, il s'agit donc d'une faille inverse. Ici, vous avez des failles, ce n'est pas des failles inverses, parce que si on regarde le sens de déplacement des blocs, ici le pondage des failles également, ici il s'agit de failles en principe, des failles normales. Le plan de faille, attention, il faut faire attention. Donc ici, vous avez un exemple. Ici, le plan de faille n'est pas toujours plan. Il n'est pas toujours plan. Il peut être courbe, comme ici, pour former ce qu'on avait appelé tout à l'heure les failles listriques. Mais ici, une faille listrique, mais avec des courbatures, plusieurs courbatures donc, au niveau du plan de faille. Ici, un exemple donc, de faille listrique. Plan de faille courbe. Ils n'ont pas plat. Ou bien, voilà, plat, si vous voulez. Voilà. Donc, on a terminé avec ces exemples de failles. Maintenant, on va passer à notre chapitre, ou bien une autre partie, si vous voulez, du chapitre très importante. C'est ce qu'on appelle les microstructures cassantes. Très importante, pourquoi? Parce que ce sont ces microstructures-là, en général, réservées au niveau du miroir de la faille, qui vont nous indiquer la direction de déplacement des failles, des blocs, si vous voulez, ou bien des compartiments, et qui vont nous indiquer également est-ce que la faille a joué une seule fois, est-ce qu'elle a joué plusieurs fois, etc., etc. Alors, ces microstructures-là cassantes, c'est ce qu'on appelle les
tectoglyphes. Les tectoglyphes. Alors, ce sont des microstructures cassantes, bien sûr, visibles sur un miroir de faille. Il s'agit de marqueurs de glissement. Il s'agit de marqueurs de glissement. Ce sont ces tectoglyphes-là qui vont nous indiquer la direction, le sens des glissements des blocs ou bien des compartiments. Ces marqueurs de glissement vont permettre, si vous voulez, de déterminer la direction du mouvement et éventuellement le sens du mouvement. Donc, en général, on peut connaître la direction et parfois on peut connaître également le sens même, le sens de déplacement des compartiments ou bien des blocs. Alors, l'exemple 1 de ces tectoglyphes, c'est ce qu'on appelle les stries de glissement. Les stries de glissement. Alors, regardez ici sur ce bloc diagramme, ce petit bloc diagramme. Ici, vous avez une faille normale, bloc soulevé, bloc abaissé. Regardez au niveau du miroir de la faille, vous avez ces stries-là, ces lignes noires, c'est ce qu'on appelle les stries de glissement. La même chose ici, stries de glissement au niveau du miroir de faille inverse. Alors, il s'agit de quoi? Il s'agit tout simplement de rayures, des rayures ici, formées par la friction et l'écrasement des objets résistants. C'est-à-dire, quand la couche est formée, bien contient des objets, bien des éléments résistants, par exemple les grains de quartz, par exemple, des éléments résistants, quand la faille joue, il va y avoir une friction ou bien un écrasement de ces éléments durs, bien de ces objets durs, sur le miroir de faille. Ils vont donc créer, bien donc former des lignes, des sortes de lignes qu'on appelle des stries de glissement. Stries de glissement. Les points noirs ici, c'est par exemple, c'est pour désigner, si vous voulez, ces éléments, bien ces objets durs. Alors, comme vous le savez peut-être, au niveau du miroir de faille, quand la faille joue, ici, il va y avoir une augmentation de pression et température. Il faut s'attendre à trouver des phénomènes de recristallisation, par exemple, des phénomènes de dissolution ici. Dissolution, recristallisation, etc. Et une fragmentation pour former ce qu'on appelle la brèche de faille à ce niveau-là. On peut voir ce qu'on appelle des brèches de faille. On va parler de ça après. Alors, ce qu'il faut retenir maintenant pour les stries de glissement, il faut retenir qu'il s'agit de rayures. Des rayures formées par écrasement, par frottement des objets résistants sur le miroir de la faille, ou bien contre la surface de la faille, ici. Alors, les objets résistants, comme je viens de le dire, il peut avoir des minéraux, par exemple les grains de quartz, on peut avoir des débris de roche, on peut avoir parfois même des débris fossiles, etc. Tous les objets qui peuvent résister au frottement et à l'écrasement et donc créer cette sorte donc de stries sur le miroir de faille, bien sûr la surface de la faille. On a ce qu'on appelle les stries de glissement. Alors, il s'agit de meilleurs indicateurs de la direction de déplacement des blocs. Les meilleurs indicateurs qu'on trouve souvent, on les trouve souvent sur les miroirs, bien sur la surface des failles. Sur le miroir de faille, bien le plan de faille, bien la surface de faille. Meilleur indicateur donc de déplacement des blocs, on peut, c'est-à-dire ils peuvent indiquer, ils indiquent généralement la direction. La direction, c'est facile à indiquer, mais parfois même, il peut nous indiquer le sens de déplacement. Ça, c'est très important. Mais le sens de déplacement des blocs ne peut être indiqué que quand on a l'emplacement de l'objet striateur qui est réservé.
C'est-à-dire, comme c'est indiqué ici, une strie indique le sens de déplacement quand il porte l'emplacement de l'objet striateur. C'est-à-dire, quand j'ai l'emplacement de l'objet striateur qui est préservé, c'est-à-dire la trace de l'emplacement de l'objet, ou bien l'objet même, grain de quartz, encore préservé par exemple ici sur la strie, sur l'une des stries, je peux donc connaître le sens de déplacement. Ou bien tout simplement avoir l'emplacement, une trace de l'emplacement de l'objet striateur. Je peux donc faire sortir le sens des mouvements, bien de déplacement. Sens de déplacement. Sur n'importe quelle faille, n'importe quel type de faille, qu'il soit faille oblique, qu'il soit faille verticale, qu'il soit faille chevauchante, n'importe quelle faille, si j'ai l'emplacement de l'objet, l'emplacement ou bien l'objet lui-même qui est préservé sur la strie, je peux donc faire sortir le sens de déplacement des blocs. C'est comme ce qu'on avait appelé les groove marks. En ce qui concerne les figures et structures sédimentaires, si vous vous rappelez un petit peu de ce que vous avez vu, si vous avez vu les figures et structures sédimentaires, les groove marks, les groove marks, ce sont des figures formées suite à un glissement, bien un entraînement d'un objet sur un substratum qui va créer donc une petite gouttière, une petite rayure, une petite gouttière, et c'est ce qu'on appelle le groove marks. Ce groove marks donc peut indiquer la direction donc du courant, mais si l'élément, si vous voulez entraîner et préserver sur le groove marks, on peut également connaître le sens du courant. C'est en quelque sorte, c'est presque la même chose, hein. Sauf ici, il n'y a pas de courant, il n'y a rien, il y a, si vous voulez, des contraintes tectoniques qui entraînent, si vous voulez, les mouvements et les déplacements des blocs ou bien des compartiments de part et d'autre de la cassure ou bien de la discontinuité ou bien de la faille. Donc, voilà en ce qui concerne les stries de glissement. Ce sont les structures ou bien les microstructures les plus abondantes au niveau des miroirs de faille, parmi ce qu'on avait appelé les tectoglyphes. Donc, ce sont donc les structures qu'on trouve en général, généralement on les trouve sur les miroirs de faille. Ils peuvent nous indiquer la direction des déplacements, ça c'est sûr, mais parfois, elles peuvent également nous indiquer le sens de déplacement des blocs. Parce qu'il faut savoir, donc il y a une différence entre la direction et le sens. La direction, je peux la connaître facilement, mais ce qui m'intéresse, c'est surtout le sens. Dans quel sens les compartiments ont été déplacés? C'est ça l'essentiel, pour déterminer, si vous voulez, le jeu de la faille, etc., etc. Voilà donc l'exemple 1 de ce qu'on appelle les tectoglyphes, c'est-à-dire les stries de glissement. Voilà sur cette broche un exemple, si vous voulez, de stries donc de déplacement. Je l'ai refait en jaune ici. Donc la direction ici de déplacement, c'est cette direction-là. Mais je ne peux pas connaître le sens parce que je n'ai pas d'autres éléments qui peuvent m'indiquer le sens, donc, et notamment l'objet striateur, par exemple, qui peuvent nous indiquer le sens de déplacement. Regardez cette faille-là. Donc ici, vous avez un compartiment, un seul compartiment ici, hein, c'est celui-là. L'autre compartiment, il a été dégagé. Il n'est plus là. Il n'est plus là. J'ai uniquement le miroir de la faille ici, bien la surface de la faille, bien le plan de faille. Ça. C'est-à-dire l'autre compartiment a été dégagé. Il n'est plus là. J'ai seulement ce compartiment-là. Entre les deux, voilà.
Avant, vous avez un compartiment ici, vous avez un compartiment ici. Entre les deux, vous avez le plan de la faille, bien la surface de la faille. Mais actuellement, j'ai que ce compartiment-là. Et le miroir de la faille sur le compartiment, bien la surface de la faille. Si je regarde la surface de la faille, j'ai des stries de glissement. Les voilà, je peux vous montrer ça par ces traits jaunes. Donc voilà, c'est plein, donc vous avez plusieurs stries de glissement ici. Regardez, ces stries de glissement donc, indiquent la direction, donc, la direction de déplacement des blocs. Donc les blocs sont déplacés selon ces directions-là. Mais la même chose ici, je ne peux pas déterminer le sens de déplacement. C'est-à-dire lequel s'est déplacé à droite, lequel s'est déplacé à gauche. Je ne peux pas déterminer ça parce que je n'ai pas d'objet, bien d'éléments qui vont me donner le sens de déplacement. Mais je connais la direction maintenant. Peut-être ce bloc-là s'est déplacé soit comme ça, bien sûr, comme ça. L'autre bloc manquant, qui manque ici, la même chose, s'est déplacé soit vers ce sens, soit vers ce sens-là. Donc, j'ai ici la direction de déplacement du bloc. C'est-à-dire que c'est une direction plus ou moins horizontale. Horizontale, déplacement horizontal, plus ou moins, il est un peu incliné, mais on peut dire plus ou moins horizontal. La même chose ici, donc j'ai un miroir de faille, une surface de faille avec les stries de glissement. Les stries de glissement qui peuvent indiquer donc la direction, si vous voulez, de déplacement des blocs. Voilà, donc ces stries de glissement, c'est plein, donc vous avez des stries de glissement sur toute cette surface-là. Voilà donc en ce qui concerne les stries de glissement. Maintenant, on va passer à un autre exemple. C'est l'exemple des écailles de glissement. Écailles de glissement. Comme leur nom l'indique ici, les écailles, c'est des structures qui ressemblent à des écailles. Les écailles de poisson, par exemple. Les écailles, poisson. Il s'agit de surfaces en relief matérialisant la cristallisation de certains minéraux, notamment la calcite. Donc ici, c'est des écailles. C'est des structures qui présentent deux bords. C'est des structures en relief, mais qui présentent deux bords. Un bord en relief, c'est ce qu'on appelle en ressaut d'une écaille. Bord en ressaut d'une écaille. Vous avez ici le bord. Vous avez un autre bord en ressaut d'une écaille. Vous avez ici un autre bord en ressaut d'écaille, etc., etc. Vous avez ici un autre, etc. Alors, on a pris donc cette partie de cette photo-là ici et on a fait un petit schéma. Petit schéma donc de ces écailles-là. Comme vous voyez, donc vous avez les écailles comme ça, comme ça. Donc vous avez le bord en ressaut, c'est-à-dire le bord en relief de l'écaille, il est en relief. Et vous avez le bord lisse d'une écaille, c'est celui-là. C'est-à-dire le deuxième, c'est-à-dire le côté opposé de l'écaille, c'est-à-dire le bord qui n'est pas en relief, qui n'est pas en ressaut. Un bord le bord lisse ou bien le bord bas, si vous voulez, bas, qui n'est pas en relief, de l'écaille. C'est ce que vous avez ici. Ce schéma-là, cette partie-là, si vous voulez, de la photo, est schématisée ici sur ce schéma-là. Très, très schématique, hein. C'est pas bien dessiné, mais c'est très schématique. Hein. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ces écailles du glissement, ça ressemble aux écailles de poisson. Avec ici un bord en relief, ou bien ce qu'on appelle le bord en ressaut, et un bord plat, ou bien le bord lisse de l'écaille. Bien sûr, ces écailles de glissement sont généralement associées aux stries de glissement. Stries, également, ici, on peut trouver des stries, comme vous voyez, des petites lignes ici. Ça correspond à des stries. Alors, ces écailles de glissement peuvent nous donner également ici
la direction et le sens de déplacement des blocs, c'est-à-dire leur intérêt, quand il existe sur le miroir d'une faille, présente un intérêt très important parce qu'ils peuvent nous indiquer, si vous voulez, le sens de déplacement, c'est-à-dire la direction et le sens, et surtout le sens de déplacement. Alors, si je regarde, donc ici, vous avez le bord en relief et le bord lisse. Alors, ici, vous êtes sur un miroir d'une faille d'un bloc et vous avez un bloc manquant. Un bloc manquant, c'est le bloc qu'on ne regarde pas ici. Nous n'avons que ce bloc-là qui existe actuellement, qu'on peut examiner, sur lequel on a le miroir de faille. Mais vous avez un bloc manquant ici. Devant nous, ici, il y a un bloc manquant. Il a été déplacé, ou bien il a été érodé, ou bien déplacé. Alors, ce bloc ici, actuellement, qu'on regarde, avec les écailles ici, si je raisonne un petit peu, pour former une écaille comme ça, c'est comme une cassure ici, au niveau du bord, en ressaut, bien en relief ici, c'est comme une cassure. Je casse ici, alors je casse et je tire vers le haut. Je tire vers le haut pour déplacer, parce que je ne peux pas casser ici et tirer vers le bas. Si je fais ça, c'est-à-dire je casse et je tire vers le bas, je ne vais pas garder cette cassure comme ça ici. Je ne vais pas la garder comme ça, cassure bien dessinée. Je vais la déformer si je descends comme ça. C'est-à-dire le bloc manquant, le bloc qui manque ici, il a subi un mouvement vers le haut. C'est-à-dire il a cassé ici. Et comme vous voyez également toutes ces écailles en général, au niveau du bord, en ressaut, vous avez quelque chose de blanchâtre, un minéral blanche, ici, blanche. C'est tout simplement, on va voir ça dans une autre photo en détail, c'est tout simplement ces zones blanchâtres au niveau du ressaut, du bord en ressaut, bien au bord en relief de l'écaille, c'est dû tout simplement à la recristallisation généralement de la calcite. Recristallisation, parce qu'ici vous avez des frottements, vous avez donc phénomène de dissolution, de recristallisation, etc. Alors quand on a donc un frottement en déplacement, comme j'ai dit, il va y avoir une petite cassure ici, des frottements, cristallisation de la calcite, et le bloc va être le bloc manquant, je parle du bloc manquant, c'est le bloc qui manque ici. Il va donc subir un mouvement vers le haut, dans ce sens-là. Alors que le bloc actuellement qu'on regarde, c'est-à-dire le bloc existant, au contraire, il va subir un déplacement vers le bas pour créer donc ces écailles-là. C'est-à-dire, pour créer ces écailles, il faut absolument avoir des déplacements dans ce sens-là. C'est-à-dire, ce bloc-là qu'on regarde ici, présent, il va subir un déplacement vers le bas. Le bloc manquant, qu'on n'a pas maintenant ici, il manque, on ne le regarde pas, il n'existe pas ici, il a été déplacé peut-être, il va subir un mouvement, un déplacement vers le haut. Alors la flèche ici, c'est pourquoi ici sur le schéma, on a mis la flèche rouge, regardez, c'est indiqué ici, sens de déplacement du compartiment avant, érodé, c'est-à-dire du compartiment manquant, qui manque, c'est-à-dire c'est déplacé vers le haut. La même chose ici, c'est la même chose ici. Donc le bloc manquant s'est déplacé vers le haut. Le bloc qu'on regarde actuellement s'est déplacé vers le bas. Voilà donc comment les écailles de glissement peuvent nous indiquer le sens de déplacement du compartiment. Il suffit donc d'examiner l'écaille, voir le bord en ressaut, bien en relief, il est de quel côté, et le bord lisse, il est de quel côté. Alors, le sens de déplacement, si vous voulez, se fait toujours du bord lisse vers le bord en ressaut, mais du bloc manquant. Le sens du déplacement du bloc manquant. Sens du déplacement du compartiment avant, sur le compartiment qui est avant, c'est-à-dire devant nous, parce qu'ici, le premier compartiment, c'est le compartiment manquant, le deuxième compartiment, c'est celui-là qu'on regarde.
celui-là qui porte donc le miroir de faille. Ici, c'est érodé. Ils ont marqué ici érodé. D'accord? Donc, le sens de déplacement du bloc manquant se fait de la partie lisse de l'écaille vers le bord, si vous voulez, en ressaut de l'écaille. Comme ça. Cette partie-là vers celle-là. C'est ce qu'indique la flèche ici. Donc, le bloc manquant a subi un déplacement vers le haut et le bloc ici qui est devant nous subit un déplacement vers le bas. Alors, sur le schéma en bas, alors l'estrie, toujours, donc l'estrie, le glissement, comme j'explique tout à l'heure, elle indique toujours la direction, si vous voulez, la direction du déplacement. Voilà la direction. On connaît la direction. Pour déterminer le sens, on fait appel aux écailles de glissement, ou bien on cherche les objets striateurs, l'emplacement des objets striateurs également, donc ils peuvent nous indiquer le sens du mouvement. Alors les schémas, que vous avez ici en bas, c'est pour illustrer tout simplement comment se forment ces écailles, les écailles, si vous voulez, de glissement. Alors vous avez ici l'état initial, ou bien situation avant rupture. Ici, donc, vous avez une couche. Ici, on a marqué en pointillé, donc, si vous voulez, la surface de rupture, ou bien future surface de rupture. Regardez, la future, elle est un peu zigzaguée, on zigzague un petit peu. Au niveau de ces zigzags-là, c'est là où il va y avoir donc la formation, si vous voulez, des écailles. Et c'est là où il va y avoir également donc, la cristallisation de la calcite, des enduits de calcite. Il va y avoir des enduits de calcite, cristallisation, etc. Donc, si on exerce donc des contraintes, regardez les flèches ici, déplacement de ce bloc vers ce sens, l'autre vers celui-là, l'autre vers l'autre sens, pardon. Alors, on va donc créer ce qu'on appelle des zones avec des enduits de calcite. C'est des zones qui présentent une géométrie un peu losangique sous forme de losange. Et c'est tout simplement cette partie, ils peuvent correspondre à cette partie-là, les parties où vous avez donc la cassure ici, c'est ce que vous avez ici. Alors, si le bloc manquant, bien absent, est préservé, toujours existe dans la nature, donc on peut avoir donc les deux blocs superposés avec, si vous voulez, donc la faille, la cassure, qui présente donc ces enduits, ces zones losangiques d'enduits donc de calcite. Mais si le bloc donc est déplacé et absent, on peut avoir donc que des écailles, si vous voulez, de glissement, avec donc des cristallisations de la calcite au niveau du bord en ressaut, bien du bord en relief. Donc ça, c'est la situation donc après rupture. Alors, les écailles et les stries sur un miroir de faille, voilà, c'est ce qu'on a expliqué ici. Alors, sur ce miroir de faille, on peut voir clairement ces écailles, les écailles de glissement. C'est ça. Ça, ce qu'on appelle les écailles de glissement. Vous avez ici une petite écaille, vous avez ici une grande écaille. Regardez ici une grande écaille, des petites écailles également ici, d'autres ici, etc., d'autres ici, avec, comme j'ai dit tout à l'heure, des cristallisations de la calcite au niveau du bord en ressaut, bien du bord en relief. Et parfois, comme j'ai dit tout à l'heure, si le bord manquant, si le compartiment manquant existe encore, on peut voir, si on fait du coup une coupe comme ça, on peut regarder, on peut voir des zones losangiques ici, remplies d'enduits de calcite. Mais ici, on a ici un seul compartiment, et l'autre compartiment est absent. Alors, s'ils examinent, et vous avez également des stries, vous avez toutes ces lignes-là, c'est des stries de glissement. Des stries de glissement accompagnées, si vous voulez, d'écailles de glissement. Donc, la direction donc, est connue, la direction de glissement ou bien de déplacement, donc elle est verticale ici. Donc, les compartiments se sont déplacés verticalement. Maintenant, il faut qu'on détermine le sens de déplacement tout en utilisant les écailles.
Alors, si j'examine ça, je peux dire tout de suite, vous avez ici la partie lisse, si vous voulez, de l'écaille, ici, la partie en relief, ou bien le bord en relief, ou bien le bord en ressaut de l'écaille. Tout à l'heure, j'ai dit que le son de déplacement du bloc manquant, c'est-à-dire le bloc qui manque, on ne regarde pas maintenant, qui n'existe pas ici. Le son de déplacement de ce bloc manquant se fait du côté lisse vers le côté en relief, ou bien du bord en relief de l'écaille, c'est-à-dire comme ça. Ce qui est correct. Parce que, comme j'ai dit, ici, vous avez, c'est comme une cassure, donc on casse, et on tire vers le bas. Le bloc manquant, hein, on tire vers le bas, le bloc manquant, et on pousse vers le haut le bloc ici présent, pour créer donc cette sorte d'écaille de glissement. Donc le bloc manquant, c'est vers le bas, le bloc ici présent, c'est vers le haut. Je vais vous expliquer ça davantage par ce schéma. Voilà, donc si on regarde, vous avez donc un bloc diagramme avec une faille. Ici, regardez, la faille est normale. Ici, vous avez une zone avec des enduits de calcite, en bleu clair ici. Alors, voilà le compartiment ici présent, c'est celui-là. Je vais le regarder. Je regarde le miroir ici, miroir. Voilà. Le compartiment ici présent, il est là, avec des écailles, avec des enduits de calcite et écailles ici. Regardez la cristallisation de la calcite également présente, si vous voulez, il est plus ou moins présent, donc des lignes, montre des lignes plus ou moins parallèles aux stries qui indiquent donc la direction de déplacement, comme ça. Ce que vous avez ici, la direction de déplacement, elle est comme ça, elle est verticale. Alors, pour le bloc ici présent, comme j'ai dit tout à l'heure, le sens de déplacement est vers le haut. Pour le bloc manquant, c'est-à-dire celui-là qui manque, parce qu'on l'a arraché ici, ce qu'on a ici, le sens de déplacement, c'est vers le bas. C'est-à-dire, c'est du côté lisse, ou bien du bord lisse de l'écaille, vers le bord en relief. C'est comme ça donc. Le sens de déplacement du bloc manquant, c'est vers le bas, et le sens de déplacement du bloc ici présent, vers le haut, en rouge. En rouge, c'est le bloc qu'on regarde devant nous. En bleu, c'est le bloc manquant, ou bien le bloc absent. Voilà donc comment déterminer, si vous voulez, le sens du déplacement des blocs, tout en se basant sur les écailles de glissement. La chose la plus importante à laquelle il faut faire attention, c'est cette notion de bloc manquant et bloc présent devant nous. Il faut toujours imaginer le bloc manquant. Vous avez un miroir de faille devant vous, vous avez le bloc qui porte le miroir de faille présent devant vous, mais il faut imaginer un bloc absent qui était là, mais absent. Il est dégagé, il a été érodé ou bien déplacé ou bien. D'accord? Donc, pour déterminer le sens de déplacement du bloc manquant, c'est toujours de la partie lisse. La partie lisse, c'est-à-dire le sens de la partie lisse de l'écaille vers le bord en relief, vers son bord en relief. Bien, si vous voulez, vous pouvez utiliser le contraire, sur le miroir, sur le bloc présent. Donc, le sens du déplacement, c'est le contraire, c'est-à-dire de la partie en relief de l'écaille vers la partie lisse de l'écaille, tout simplement. Voilà donc les enduits de calcite dont je vous ai parlé tout à l'heure. Regardez, si vous avez deux compartiments, vous avez un compartiment ici, vous avez un compartiment ici, séparé par une faille. Une faille ici, qui présente, regardez ici, au niveau donc
là où la faille est brisée, peuvent se former ces petits losanges remplis de calcite. C'est ce qu'on appelle des enduits de calcite. Parfois même la faille est colmatée par la calcite, comme ici, la calcite. Parfois par la calcite, parfois par la silice, le quartz. Si vous avez la calcite, par exemple. Voilà ce qu'on appelle les enduits de calcite. Et c'est en surface, on peut donc considérer ça comme une écaille de calcite. Une écaille, pardon, une écaille de glissement. Une écaille de glissement. Alors ici, vous avez la faille avec les enduits de calcite. Donc ici, pour créer ces enduits de calcite, il faut faire attention. Ces enduits de calcite également peuvent nous indiquer le sens de déplacement du bloc. Donc pour créer cet exemple ici d'enduit de calcite, il faut donc déplacer les blocs comme ça. Il faut déplacer ce bloc dans ce sens-là et déplacer l'autre dans ce sens-là pour créer un vide comme ça qui va être rempli par la calcite. Parce que si je fais le contraire, je ne vais pas créer le vide. Si je déplace ce bloc dans ce sens-là et ce bloc dans ce sens-là, je vais rester fermé ici. Il n'y a pas d'ouverture. Donc, pour ouvrir un vide ici, il faut déplacer ce compartiment vers ce sens et l'autre compartiment vers l'autre sens. On crée donc un vide et ce vide-là, comme la faille ici, va être rempli par la cristallisation, si vous voulez, suite à la cristallisation, si vous voulez, des minéraux tels que la calcite ou bien la silice. Voilà donc, regardez ici, parfois donc, ces microstructures-là peuvent être associées à d'autres microstructures. Par exemple, ici, vous avez des microstylolites. Il y en a plusieurs ici qui sont associés à cette faille-là et à ces enduits de calcite. C'est ce qu'on va voir par la suite. Avant, il faut qu'on essaie de voir ce qu'on appelle les fentes de tension. Donc ici, on a terminé avec les stries de glissement et les écailles de glissement. Un autre exemple de microstructure cassante, c'est les fentes de tension. Les fentes de tension. Alors, ces fentes de tension, c'est tout simplement des fissures. Des fissures en forme de fente, comme vous voyez ici. Regardez ici, des fentes, des ouvertures. Une ici et une autre ici. Qui se sont produites dans les roches compétentes à des contraintes. Il indique toujours une extension de la matière. Ouverture, regardez ici, on a ouvert, on a créé un vide ici, sous forme de fente. Alors, cette fente-là présente des bordures qu'on appelle des épentes de la fente. Généralement, les fentes sont remplies par des minéraux suite à une cristallisation minérale, en général sous forme fibreuse, forme de fibres perpendiculaires aux épentes de la fente. Bien sûr, les bords, bien sûr, sont écartés dans la partie centrale et sont fermés ou bien sont jointifs dans la partie, dans les extrémités, si vous voulez, de la fente. C'est pourquoi, d'ailleurs, on parle donc de fente. Donc, le centre, il est ouvert, mais les extrémités sont fermées. C'est comme des lentilles, si vous voulez. On peut parler également de petites lentilles, mais ici, c'est des vides. Des vides, hein. C'est vide. Si c'est en 3 dimensions, hein. Regardez la fente en 3 dimensions, comment il se présente. Ici, c'est en coupe. Alors, comme j'ai dit, donc, ces fentes-là, ils peuvent être béantes, c'est-à-dire vides, les ouvertures vides sont
remplissage minéral, mais ils peuvent être remplis par des minéraux tels que la calcite et la silice, par exemple. C'est comme les failles également, les failles. Les failles, les discontinuités en général. Les discontinuités en général sur le terrain, elles peuvent être brillantes, c'est-à-dire vides, ou bien elles peuvent être remplies par des minéraux. C'est-à-dire suite à la cristallisation des minéraux, en général la calcite et la silice. Au niveau des fontes, ces cristallisations se font généralement d'une façon perpendiculaire, sous forme de fibres. Cristallisation minérale fibreuse, perpendiculaire au bord ou bien aux épaules de la fente. Voilà donc ce qu'on appelle les fentes de tension. Les fentes de tension, c'est des microstructures associées, si vous voulez, à la tectonique cassante. Voilà ici donc les minéraux qui peuvent remplir les failles, c'est-à-dire la calcite, le quartz, parfois les épisodes, mais en général la calcite et le quartz. Voici une photo de fond de tension rectiligne. Regardez ici, c'est une photo de terrain. Vous avez ici les fentes. Vous avez une fente ici, vous avez une autre ici, vous avez une partie d'une autre fente ici, etc. Ici, il s'agit de fentes de tension rectiligne avec un remplissage calcite ou bien silice sous forme fibreuse et perpendiculaire. Les fibres sont perpendiculaires au bord de la pente, de la fente, ou bien aux épaules de la fente, ici, comme ça. Donc, la partie centrale ouverte, ouverture maximale de la fente ici, et fermeture au niveau des extrémités. Extrémité ici, une autre extrémité plus en bas. La même chose ici, fermeture ici, l'ouverture maximale ici au niveau de la partie centrale. Ici, vous avez des fentes rectilignes, pas de problème. Mais on peut avoir des fentes, ce qu'on appelle des fentes en échelon, sigmoïdales. Ici, c'est pas un bon exemple, si vous voulez. Mais on peut avoir des fentes, vous imaginez des fentes sigmoïdales, c'est-à-dire sous forme de S. Un ensemble de fentes parallèles sous forme de S. Forme de S, c'est ce qu'on appelle les fentes en échelon. Les fentes en échelon sigmoïdal, c'est un ensemble de fentes sous forme de S, plus ou moins parallèles. Ici, comme je dis, ce n'est pas un très bon exemple, mais on peut considérer ces fentes comme des fentes sigmoïdales. Ici, les fentes sont béantes, elles ne sont pas remplies. On voit que les fentes sont ouvertes, ne sont pas remplies par les minéraux de cristallisation. Voilà donc ce qu'on appelle les fentes de tension en échelon, ou bien sigmoïdales, les fentes de tension sigmoïdales. Alors, revenons sur ce fente rectiligne pour voir un petit peu le champ de contrainte au niveau donc du fond de tension et le champ de déformation. Alors, pour ouvrir le vide ici sous forme de fente, automatiquement, il faut exercer une contrainte ici verticale, comme ça. C'est-à-dire l'axe parallèle à l'axe de raccourcissement, sigma 1, contrainte maximale, ici verticale. Alors, les minéraux de remplissage se disposent en général perpendiculaires aux épaules, ça on l'a déjà dit. Les voilà, donc ici j'ai mis en rouge les minéraux donc de remplissage fibreux, perpendiculaires aux épaules de la fente. Alors, ces minéraux fibreux, donc, il indique la direction de l'extension de la matière, axe X, l'axe X, c'est-à-dire l'axe d'étirement, bien d'allongement, c'est-à-dire, si on veut parler contrainte, c'est l'axe, si vous voulez, sigma 3, la contrainte sigma 3, ce que vous avez ici. Sigma 3 horizontale. Et sigma 1 vertical, ici. Alors, le corps de la fente est parallèle à la direction du raccourcissement Z, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure.
le corps, ce corps-là, la fente est parallèle à la direction du raccourcissement Z, c'est-à-dire parallèle à la contrainte maximale, c'est-à-dire à la direction de la contrainte maximale sigma 1. Donc sigma 1 vertical, sigma 3 horizontal. Pour cette fente-là, hein, et celle-là également. Donc c'est la même chose, c'est la même contrainte qui a formé donc les deux fentes. Et bien sûr, sigma 2 va être également horizontal, sigma 2. Voilà, donc sigma 1, sigma 3. Dans le cas de cette fente. Une fois donc on établit le champ de contrainte, on peut également faire sortir le champ de déformation. Donc, l'axe d'étirement parallèle à sigma 3, donc il va être horizontal, et l'axe de raccourcissement Z va être vertical, parallèle à la direction de sigma 1. Puis l'axe sur les Y va être parallèle à la sigma 2, va être horizontal. Voilà donc le champ de contrainte et le champ de déformation pour cette fente, bien ces fentes, les fentes de tension. Ce qu'il faut savoir toujours, c'est que, si vous voulez, le corps, tout le corps de la fente, l'allongement de la fente, ou bien le corps de la fente, hein, l'allongement est toujours parallèle à la direction de sigma 1. Puis, donc, l'épaisseur de la fente est parallèle, ou bien les minéraux, également les minéraux donc, peuvent indiquer, si vous voulez, le sigma 3. Mais une fois on détermine sigma 1, c'est-à-dire le raccourcissement, si vous voulez, l'axe, donc raccourcissement Z, l'axe d'étirement va être parallèle, et donc c'est parallèle à la direction également de sigma 3, la contrainte minimale. Voilà donc comment on peut déterminer, si vous voulez, le champ de contrainte et le champ de déformation pour les fentes de tension. Sur cette photo, vous avez des fentes en échelon, mais ici, ce qu'on peut remarquer, vous avez au moins deux générations de fentes. Vous avez ces fentes de grande taille en échelon. Vous voyez, c'est sigmoïdal, parallèle, plus ou moins sigmoïdal et parallèle, donc c'est fentes en échelon. Première génération. Vous avez une deuxième génération, c'est ces fentes-là. Ces petites fentes en échelon. Donc ici, vous avez au moins deux générations de fentes en échelon. Alors, d'un point de vue, si vous voulez, le jeu des contraintes qui ont engendré donc ces deux générations de fentes, laquelle qui a joué en premier et laquelle en second, bien en deuxième étape, alors je peux dire que les contraintes qui ont joué en premier, ce sont les contraintes qui ont donné ces fentes-là, les grandes fentes. Puis, ces petites fentes-là, en échelon, mais presque perpendiculaires à la première génération de fentes, ils ont joué postérieurement. C'est-à-dire, ils ont joué en deuxième temps. Ces fentes en premier temps, ces petites fentes en deuxième temps. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que tout simplement, si vous faites attention ici, regardez, les petites fentes ici coupent les grandes fentes. Ils les coupent, donc ce qui indique que ces petites fentes-là, ils ont joué postérieurement au jeu des grandes fentes. Donc ici, il y avait des contraintes qui ont donné ces grandes fentes, mais après, il y avait d'autres contraintes qui ont donné ces petites fentes, qui montrent que les champs de contraintes ne sont pas les mêmes pour les grandes fentes et les petites fentes. Voilà donc un exemple de fentes en échelon qui ont joué en deux
en deux temps différents. Alors, pour les grandes fentes, donc on peut mettre le son du déplacement comme ça, avec ces flèches jaunes. Déplacement comme ça de ce compartiment s'est déplacé dans l'autre sens. Ici, vous avez des fentes de tension dans un calcaire. Et ici, des fentes de tension en échelon.